This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 168e épisode de Finances fondamentales. Si vous entendez pourquoi je ris un peu, c'est parce que ça doit faire la 5e fois que j'essaie juste de dire « Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 168 ». Je me trompe de chiffre, ça n'a pas de bon sens. C'était pas juste je me trompe puis je ris puis on recommence, c'était vraiment j'étais incapable de faire mon intro. Bref, la 5e fois est la bonne. Donc aujourd'hui, je fais la synthèse du livre What Will the Rockefellers Do, écrit en 2018. Puis c'est Garrett Gunderson et Michael Hysom. Donc Garrett Gunderson, j'ai résumé son livre là, Killing the Sacred Cows dans l'épisode 166. Donc c'est un auteur que j'ai lu 2 livres dans la même semaine. En fait, je voulais remercier, là, justement, j'ai oublié au dernier épisode, mais je voulais remercier Vincent qui est passé à Sherbrooke, qui m'a prêté les 2 livres en anglais pour que je les lise. Donc, ça fait plus d'1 an, là, mais merci, j'y ai déjà redonné depuis. Mais super apprécié, 2 belles lectures. Donc, je vous résume son 2e livre, écrit en 2018, aujourd'hui. Donc, en introduction, là, le livre What Will the Rockefellers Do, c'est vraiment un livre que je trouve quand même fascinant. Il révèle comment la famille Rockefeller, là, qui est une famille très riche aux États-Unis, a bâti puis maintenu une richesse générationnelle en contrastant avec la famille Vanderbilt. Là, ça, c'est une autre famille riche aux États-Unis, mais qui ont perdu leur immense fortune sur quelques générations. Donc, dans le livre, on plonge dans ces 2 histoires-là, puis on voit de quelle façon on peut en tirer des leçons pour construire un patrimoine qui est durable. Donc, vous allez voir là, dans les éléments de synthèse que j'ai retenus aujourd'hui, on ne parle pas tant que ça de la famille Vanderbilt. Là. Je me suis plutôt concentré sur les éléments clés pour faire comme la famille Rockefeller, là, donc de s'assurer que notre patrimoine dure sur plusieurs générations. Mais dans le livre, c'est super intéressant parce qu'on compare toujours ces 2 familles-là, les choix qui ont été faits. Donc, avant de commencer, premier élément de synthèse, là, un petit voyage dans le temps. Je vous présente juste un peu ces 2 familles-là. La première famille, c'est Cornelius Vanderbilt. C'était l'un des hommes les plus riches là, du 19e siècle. Il a fait fortune dans les transports maritimes et ferroviaires. Il est mort en 1877, puis son patrimoine, quand il est mort, était équivalent à 200 milliards actuels. Là. Donc, il n'y avait pas 200 milliards, mais si on le met en dollars d'aujourd'hui, il y avait à peu près 200 milliards quand il est mort. C'est assez impressionnant. Sauf que, quelques générations plus tard, il n'y avait plus rien pantoute. Toute la fortune s'était évaporée totalement. Pourquoi? Parce que ses descendants ont mené des vies extravagantes, sans aucun plan de gestion ni discipline financière. De l'autre côté, on a les Rockefeller, donc John D. Rockefeller, qui était fondateur de compagnie pétrolière, là, je pense que c'est Standard Oil, qui était considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire des États-Unis. Contrairement au Vanderbilt, il a adopté une approche totalement différente. Il a mis en place des fiducies gérées par un bureau familial. Résultat, 6 générations plus tard, la fortune des Rockefeller était toujours intacte et continuait de grossir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de si différent? Bien, on va voir aujourd'hui c'était quoi les piliers, là, les 3 piliers des Rockefeller. Puis c'est le premier élément de synthèse, les 3 piliers de la famille Rockefeller. Donc, avertissement, là, tout ce que je vous parle aujourd'hui, c'était riche. C'est des gens très riches. Donc, ça ne nous rejoint pas tous, ça ne rejoint pas la plupart d'entre nous, mais c'est quand même intéressant de comprendre le concept derrière le maintien de patrimoine aussi élevé. Là. Alors qu'on sait que 90 des patrimoines habituellement se détruisent à la 3e génération, comment on peut réussir à s'assurer que cet argent-là dure dans le temps, même si nous, on ne lègue pas 200 milliards, on lègue peut-être 200 000 $, mais c'est savoir comment bien faire les choses. Donc, le premier pilier de la famille Rockefeller, c'était de centraliser la richesse, protéger et faire croître le patrimoine. Donc, l'une des grandes erreurs là, de la famille Vanderbilt, ça a été de distribuer leur richesse directement à leurs héritiers, sans aucune structure de gestion, ce qui a conduit à une disparition assez rapide là, de tout cet argent-là. Les Rockefellers, eux, ils ont adopté une approche totalement différente. Ils n'ont jamais dispersé leur argent. Donc, ils ont créé d'abord des fiducies, des trusts,
pour protéger la richesse. Donc, c'est ça qu'on appelle des Trust Baby Fund, des Trust Fund Baby, je ne sais pas trop aux États-Unis, là, quand tu as un enfant qui est né avec un trust, là, qui n'a pas besoin de travailler, puis l'argent rentre à chaque mois. Là. Anyway. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est au lieu de donner de l'argent directement aux membres de la famille, ils ont placé ça dans des fiducies de dynastie. Là, je l'ai mal traduit. Là. Mais ces fiducies-là vont protéger les actifs contre les impôts excessifs, contre les créanciers, contre les divorces et contre les décisions financières qui sont irresponsables. Elles vont garantir aussi une croissance continue du patrimoine parce qu'il va y avoir une gestion professionnelle derrière qui va continuer à investir cet argent-là. Cette création-là se faisait dans un bureau familial pour justement avoir une gestion rigoureuse. Donc, les Rockefeller ont mis en place un family office, là, une structure de gestion interne qui permettait de superviser les investissements, la philanthropie puis les dépenses. Donc, ce bureau-là permettait d'optimiser les décisions qui étaient prises et d'assurer que le patrimoine survivait sur plusieurs générations. Et ensuite, ils ont évité les écueils de la dilution patrimoniale. Ça veut dire que l'erreur fréquente des familles riches, selon l'auteur, je connais pas ça, c'est de fragmenter la richesse au fil des héritages. Donc, chez les Rockefellers, l'argent est resté au même endroit dans des fiducies et les descendants accédaient aux fonds sous certaines conditions, sans les posséder directement. Cette approche-là empêchait la fortune d'être dilapidée et assurait une certaine stabilité financière durable. À part centraliser la richesse, qui était leur premier pilier, le deuxième pilier, c'était de donner du pouvoir aux générations futures, encourager sans assister. Donc, un des principes fondamentaux des Rockefeller, c'était que l'argent ne doit pas être un piège, mais un outil pour rendre autonome. Plutôt que de distribuer des fonds sans aucun contrôle, ils ont mis en place des mécanismes à l'aide des fiducies pour encourager la réussite individuelle tout en imposant une certaine discipline financière. Donc, premier élément, c'était financer l'éducation puis le développement personnel. Donc, les héritiers pouvaient accéder à des fonds pour financer leurs études ou se perfectionner dans leur domaine de compétences. Donc, l'objectif, c'était de leur donner les outils pour réussir par eux-mêmes plutôt que de leur offrir une fortune à dépenser librement. La fortune servait aussi à encourager l'entrepreneuriat puis les initiatives personnelles. Donc, un descendant qui souhaitait créer une entreprise pouvait obtenir un financement de la fiducie, mais sous certaines conditions. Il devait présenter un plan d'affaires solide, démontrer sa capacité à gérer l'investissement et prouver qu'il pouvait rembourser le prêt et faire croître la richesse familiale. Cette approche-là permettait d'encourager l'innovation et l'autonomie financière au lieu de créer une dépendance à l'héritage. Sinon, il s'assurait aussi une discipline financière stricte. Donc, l'accès aux fonds à la fiducie n'était pas automatique. Il était soumis à des règles de gestion claires qui étaient définies par la famille et les conseillers du bureau familial, du Family Office. De cette façon-là, un héritier qui voulait retirer de l'argent pour financer un train de vie extravagant, allait se heurter à des limitations imposées par la fiducie. Donc, l'idée, c'était d'éviter que la richesse soit utilisée de manière irresponsable et qu'elle serve uniquement à des projets bénéfiques pour la famille et la société, comme développer ses compétences ou partir une business. Troisième pilier, et le dernier, c'était de transmettre des valeurs solides, enseigner la gestion responsable de la richesse. Donc, l'une des clés du succès des Rockefellers, ça résidait pas seulement dans la gestion financière, mais aussi dans la transmission de valeurs familiales fortes. Une fortune mal gérée, sans principe solide, c'est voué à disparaître. Et pour moi, je dirais, peu importe les montants. Donc, si vous voulez pas que vos enfants, si vous avez réussi à accumuler 1 million puis vous léguez ça à vos enfants, ils pourraient quand même mal le gérer puis le brûler assez vite. Donc, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est qu'ils ont éduqué chaque génération à la gestion financière. Donc, dès leur plus jeune âge, les descendants Rockefeller étaient initiés à la gestion de l'argent. Ils apprenaient à comprendre c'est quoi l'investissement, la philanthropie, les impôts, puis la gestion d'entreprise. Cette éducation-là leur permettait de prendre des décisions éclairées puis d'éviter les pièges des héritiers fortunés qui dilapident tout l'argent sur 2 générations. Ils ont aussi instauré une culture de responsabilité puis d'engagement. Donc, chaque membre de la famille est encouragé à contribuer au bien commun, que ce soit à travers leur entreprise ou à travers des actions philanthropiques. Les Rockefellers ont toujours utilisé une partie de leur fortune pour soutenir des causes sociales, éducatives et environnementales, et cet engagement-là, selon eux, renforçait le sens de la mission familiale et empêchait les descendants de tomber dans ce qu'ils appellent l'oisiveté ou la dépendance financière, donc d'oublier un peu que les autres existent autour. Et enfin, pour transmettre des valeurs solides, ils ont créé des rituels familiaux pour renforcer l'identité du clan. Donc, les Rockefellers organisaient régulièrement des réunions de famille pour échanger sur la gestion du patrimoine. Ces rencontres-là permettaient aux générations de rester unies autour d'une vision commune et d'un héritage collectif. Donc, l'objectif, à travers tout ça, c'était de préserver un sentiment d'appartenance pour que chaque membre de la famille comprenne qu'il fait partie d'un projet plus grand que lui-même.
Donc, en conclusion, les trois piliers des Rockefeller, là, ça leur a permis. En fait, ils avaient compris que la richesse, c'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de stratégie puis de valeur. Donc, autour de leurs trois piliers, soit centraliser leur fortune dans des structures solides, ils ont évité qu'elles ne soient pas dilapidées. Deuxième pilier, en donnant du pouvoir aux générations futures sans les assister aveuglément, ils ont favorisé l'indépendance financière puis la réussite personnelle. Et leur troisième pilier, de transmettre des valeurs de discipline et d'engagement, ben, ils se sont assurés que leur héritage allait perdurer beaucoup, en fait, bien au-delà de leur propre existence. C'est cette combinaison-là unique de trois piliers là, de gestion financière et de transmission de valeurs, de culture, qui ont fait que les Rockefellers ont un modèle de succès générationnel. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de troisième génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. L'auteur dit, puis c'est intéressant, que c'est une stratégie que n'importe quelle famille peut adapter, et ça, peu importe son niveau de richesse. C'est sûr que si tu lègues 8 piastres à tes enfants, tu n'as peut-être pas besoin de partir une fiducie, mais avec certains montants, ça peut être intéressant, surtout si vous avez une famille reconstituée pour éviter justement que votre nouvelle blonde brûle l'héritage de l'enfant et tout ça. Anyway, on a déjà parlé dans un autre épisode. Deuxième élément de synthèse, c'est l'assurance vie, cash flow. Donc, la clé, selon l'auteur, de la réussite des Rockefeller. Donc, un des outils là, les plus puissants de la méthode Rockefeller, c'est l'assurance vie entière surcapitalisée. Là. On appelle ça de même. Là, ça revient un petit peu au concept d'Infinite Banking de l'épisode 68 et autre épisode après que je ne me rappelle plus le numéro. Donc, cette famille-là utilisait vraiment cette assurance vie-là, là, où tu pouvais chercher le mot en français, c'est pas surcapitalisé, là. Assurance vie permanente, participative, en tout cas, bref. Vous savez de quoi je veux parler? Donc, eux, c'était vraiment leur banque familiale privée. Donc, cette approche-là permettait pas juste d'accumuler de la richesse, mais aussi de la faire circuler intelligemment au sein de la famille, sans dépendre des banques traditionnelles ou des marchés financiers que eux jugeaient risqués. J'ai marqué en gros dans ma fiche de lecture, attention en jaune. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je parle de cette stratégie-là plus en détail, là, justement. Bon, je me suis mis les chiffres là, c'est correct. J'en parle aux épisodes 68 puis 45. Puis j'en parle aussi de mémoire dans un épisode bonus. Je vais aller vérifier. Laisse-moi le temps. Bon, je suis revenu. J'en parle dans les épisodes bonus du 14 novembre 2024. Dans le fond, c'est entre l'épisode 103 et 104. Là, j'en parle avec Simon-Pierre Gingras. Donc, ici, je ne présente pas cette stratégie-là en détail. Je ne présente pas c'est quoi l'Infinite Banking. Ce n'est pas un conseil non plus. Là, je rapporte les propos des auteurs. Donc, ce type d'assurance-là est mis en place avec ma plus vieille en ce moment, mais c'est vraiment plus dans une optique de protéger son assurabilité tout en profitant d'un bon produit d'éducation financière et d'investissement. Donc, dans mon livre à moi, cette stratégie-là, comme je le répète à chaque fois, fait partie d'une diversification, mais il y a certaines personnes qui l'utilisent avec 100% de leur patrimoine. Ce n'est pas mon cas, mais informez-vous puis prenez vos décisions financières. Mais dans le cas des Rockefellers, c'est ça qu'utilisait une assurance de type Infinite Banking. Donc, comment ça fonctionne, cette stratégie-là? Je pars des propos de l'auteur, là, donc je ne répète pas tout ce que j'ai dit dans les épisodes précédents. Donc, pour lui, ce type d'assurance-là repose sur l'utilisation spécifique de polices d'assurance vie permanente participative. Là. Donc, contrairement aux assurances plus classiques, ces polices-là ne servent pas juste à fournir un capital en cas de décès, mais ça devient un outil de financement et d'investissement qui est vivant, là, qui va produire de la richesse. Donc, il présente certains avantages de cette stratégie-là. Là. Le premier, c'est accumuler de la richesse en toute sécurité. Donc, il dit que plutôt que payer juste le montant minimum pour une assurance vie, les Rockefellers payaient des primes excédentaires, donc quand on parle de participative, ce qui augmentait rapidement la valeur de la police. Donc, cette valeur-là, elle grossissait, il y avait une croissance libre d'une franchise d'impôt, là,
Donc, ça offrait une certaine forme d'épargne ultra sécuritaire selon l'auteur, avec des rendements garantis selon l'auteur. Contrairement aux investissements en bourse, cette croissance-là n'est pas soumise aux fluctuations du marché, ce qui protégeait la famille, là, des crises économiques qui pouvaient survenir. Ce que j'ai lu, ce que j'ai parlé dans les épisodes précédents, sans revenir en détail, tu sais qu'on parle habituellement là, d'un dividende, tu sais, de 5, 4, 4 donc, c'est correct. On dit que c'est stable parce qu'il y a des assurances qui existent depuis 100 ans et ça a toujours été versé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est moins impacté par les marchés boursiers. En fait, c'est pas moins impacté, c'est pas impacté du tout par les marchés boursiers. C'est moins volatile, on va dire, que les marchés boursiers. Deuxième avantage, c'est qu'il dit que tu peux accéder aux fonds facilement puis sans contrainte bancaire. Donc, la grande force, c'est vraiment d'emprunter contre la valeur de ta police. Euh, c'est ça. Ma phrase est pas mal finie avec ça. Euh, donc, en fait, plutôt que d'avoir un prêt auprès d'une banque là, avec des taux d'intérêt élevés, tu vas pouvoir utiliser ta propre police d'assurance comme garantie là, pour générer, en fait, pour avoir ton emprunt puis investir dans des actifs qui peuvent te produire de la valeur. Donc, tu peux financer les études des enfants, des petits-enfants, de l'achat de biens immobiliers, développer une entreprise, profiter d'opportunités d'investissement. Tu sais, si le marché boursier, on va dire, demain, crash de 35 personne ne peut en profiter parce qu'il y en a, mettons, moi, là, j'ai 8 000 dans mon fonds d'urgence. Là, tu sais, je vais-tu aller mettre ça sur le marché boursier? Alors que si tu as 180 000 dans ton assurance vie, puis tu peux profiter de ce moins 35 là pour investir ton 180 000, bien là, ça peut être un bon coup financier. Tout ce que tu empruntes, si c'est bien fait, c'est exonéré d'impôts. Et surtout, les intérêts que tu vas payer reviennent à ta propre banque plutôt que d'être versé à une institution bancaire. Donc, attention, il faut quand même bien comprendre que tu vas quand même payer à peu près là, 2 de frais à la compagnie d'assurance, mais le reste de tes intérêts reviennent vers ton produit d'assurance. Troisième avantage, c'est préserver le patrimoine pour les générations futures. Donc, un des aspects les plus puissants là, de cette approche-là, c'est vraiment le capital d'essai. Donc, même si une partie du fonds peut être empruntée puis qui doit être remboursée automatiquement, là, c'est pas ça que je voulais dire. Même si tu peux emprunter pour des projets, la plus grosse partie de ce produit-là, c'est que lorsque tu vas décéder, ben automatiquement, ta dette de ce que tu as emprunté est remboursée, puis le reste va à tes héritiers. Donc, ça signifie que la richesse ne va jamais disparaître parce que chaque génération alimente la prochaine. Donc, si moi, je me serais parti à un infinite banking, j'en ai pas, puis qui est rendu à 6 millions quand je meurs, puis que j'ai emprunté un peu, mettons, puis que je n'ai pas remboursé pour ma retraite, puis j'ai 2 millions d'emprunts, puis il reste 4 millions, mais ça peut aller nourrir, au pire avec une fiducie qui donne des règles claires, mais ça peut aller nourrir le produit de la prochaine génération, puis qui eux-mêmes vont nourrir la prochaine génération après avec leurs produits. En fait, ça pourrait nourrir davantage les petits-enfants peut-être pour qu'ils commencent plus tôt, anyway, sur plusieurs générations. Donc, de cette façon-là, les Rockefellers ont évité l'érosion du patrimoine qui affectait plusieurs familles lorsque les dettes et l'impôt réduisent progressivement la grosseur de la fortune. Le livre critique beaucoup la stratégie populaire là, en fait, je vous le dis parce que c'est ce que le livre dit, mais je n'ai pas fait mes recherches approfondies. Eux, ils disent qu'ils critiquent la stratégie là, qui a été conseillée comme par des gourous financiers comme Dave Ramsey aux États-Unis, là, d'acheter une assurance vie temporaire puis d'investir la différence parce que les assurances vie permanentes participatives coûtent plus cher. Donc, c'est sûr que tu as moins d'argent dans tes poches à la fin du mois pour investir. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu devrais acheter une assurance vie temporaire, ça coûte moins cher, puis investir la différence, tu vas être gagnant au bout de la ligne. Par contre, il présente certaines limites de l'assurance vie temporaire. Il dit que ça coûte moins, mais que tu n'as aucun avantage à long terme. Donc, l'assurance temporaire est moins chère, mais elle expire après un certain nombre d'années, donc 10, 20 ou 30 ans. Si la personne ne décède pas pendant cette période-là, tout l'argent que tu as versé est perdu. Donc, ça ne génère aucune valeur en espèces, en argent. Donc, contrairement à l'assurance vie entière, une police temporaire ne va pas créer de réserve financière utilisable par les prochaines générations ou pour des emprunts avec de type Infinite Banking. Je nuance un petit peu ici. On appelle ça quand même des produits d'assurance et pas des produits d'investissement. Donc, pour moi, une assurance vie temporaire fait son travail. Donc, j'en ai pris une 20 ans, par exemple, parce que je sais que pendant les 20 prochaines années, si je décède, ma famille va avoir besoin d'un certain montant pour garder le même rythme de vie. Mais dans 20 ans, quand je vais avoir 56 puis mes filles vont avoir fin vingtaine, ben, ils devraient être capables de se débrouiller même si je décède. Ils vont avoir un salaire, ils vont avoir un emploi. Fait que c'est pour ça, pour moi, ça vaut la peine dans certaines
situation d'avoir une assurance vie temporaire et on peut le combiner avec une assurance vie permanente au pire. Mais sinon, ça fait des gros montants pour une assurance vie permanente. Exemple, on a peur de décéder dans les 10 prochaines années, fait qu'on prend une assurance d'1 million, alors que peut-être que ce million-là il est nécessaire pour les 10 prochaines années, mais peut-être pas pour les 30 prochaines après. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut. Pour moi, là, ça nécessite de discuter avec un professionnel et de bien réfléchir selon sa situation. Il présente ensuite les avantages par rapport à la temporaire d'une assurance vie permanente. Il dit que la croissance va être garantie prévisible de type Infinite Banking, bien sûr, là, que la valeur de ton produit va augmenter de manière constante sans dépendre du marché boursier. Ça va te protéger contre les créanciers dans la plupart des pays et des États aux États-Unis. Donc, les polices d'assurance vie sont protégées contre les saisies bancaires et les poursuites judiciaires. J'ai entendu une histoire l'autre fois que c'était le cas avec, voyons, O.J. Simpson, qui a été poursuivi au criminel. Puis il s'est dit, ben, c'est pas grave si je perds, ils peuvent rien venir chercher. Donc, il me semble qu'il avait perdu, je suis pas un expert là, des cas criminels, là, mais il me semble qu'il avait perdu au criminel, ou il avait gagné au criminel, puis il avait perdu à l'autre. En tout cas, bref, un des deux il se faisait poursuivre, mais les gens n'ont rien réussi à aller chercher à cause qu'il y avait un produit d'assurance vie, c'était pas saisissable. Donc, bon, c'est pas un conseil pour les futurs criminels là, d'aller dans l'assurance vie, mais sachez que c'est fiscalement peut-être intéressant. Un autre avantage, c'est que tu as accès rapidement à ton argent si tu as besoin d'emprunter et comme on a dit tantôt, tu peux transmettre ton argent avec moins d'impôts aux futures générations. Donc, grâce à cette stratégie-là d'Infinite Banking, les Rockefellers ont construit un système financier autonome. Ils ne dépendaient pas des banques, puis ils ont maintenu une source de capital perpétuel pour développer, profiter d'occasions ou développer des entreprises, etc. Donc, ils gagnaient des intérêts au lieu d'en payer. Ils assuraient une croissance continue de la richesse sans risque inutile, puis ils transmettaient un patrimoine à leurs enfants. Donc, c'est cette approche-là qui leur a permis de durer plus de 6 générations, alors que d'autres familles fortunées comme celle des Vanderbilt ont tout perdu en quelques décennies seulement. Troisième élément de synthèse, créer sa banque familiale. Donc, l'auteur dit que si vous souhaitez appliquer une stratégie comme les Rockefeller puis bâtir une richesse qui va durer sur plusieurs générations, vous devez organiser vos finances comme une véritable entreprise familiale privée. Donc, il présente certaines étapes clés pour y parvenir. 1. Créer une fiducie, donc pour centraliser et protéger vos actifs. Donc, une fiducie ou un trust en anglais, là, c'est une structure juridique qui va centraliser et protéger votre patrimoine. Donc, ça empêche de disperser les actifs, puis ça garantit que votre richesse est utilisée conformément à vos valeurs et vos objectifs familiaux. Donc, pour mettre en place une fiducie, ça prend un avocat, puis faut définir des règles claires. Là. Qui peut accéder à la fiducie? Dans quelles circonstances l'argent peut être utilisé? C'est quoi les conditions pour recevoir cet argent-là? Puis on va protéger la fiducie contre les créanciers et les poursuites judiciaires pour éviter qu'un héritier irresponsable ou une crise économique mette en péril l'ensemble du patrimoine familial. Donc, l'avantage d'une fiducie, c'est un peu comme un coffre-fort familial qui garantit que l'argent est utilisé intelligemment et ne peut pas être gaspillé par des décisions impulsives de certains membres de la famille. Deuxième étape pour créer, on est rendu où là? Pour créer votre entreprise familiale privée, c'est de financer la fiducie avec une assurance vie de type Infinite Banking. Donc, une fiducie sans financement, c'est inutile. Donc, l'une des meilleures sources de capital pour alimenter une fiducie, selon l'auteur, c'est une assurance vie permanente participative qui va servir comme banque familiale dans la fiducie. Donc, comment ça va marcher? Vous devez souscrire à ce type d'assurance-là. Vous devez verser des primes excédentaires comme dans l'Infinite Banking et utiliser la valeur accumulée en espèces pour prêter de l'argent à la famille qui, eux, ensuite, vont devoir rembourser la fiducie. Donc, ils ne vont pas emprunter sans devoir rembourser. Donc, c'est vraiment pour développer des actifs qu'on prête cet argent-là. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de financer des projets familiaux à travers une structure, les produits d'assurance qu'on a vu tantôt qui est avantageuse. Et ce produit-là est dans une fiducie. Donc, pour utiliser le produit avantageux, on doit respecter certaines règles. Troisième étape, établir un conseil familial pour gérer la fiducie intelligemment. Donc, une fortune mal gérée va se dissiper rapidement. Un conseil familial va permettre de jouer le rôle de gouvernement financier ou de conseil d'administration qui va prendre les décisions stratégiques qui concernent l'argent de la famille. Donc, pour faire ça, ce conseil-là, vous devez désigner des membres de confiance dans la famille et qui travaillent avec des conseillers financiers professionnels, fixer des règles de gouvernance pour encadrer les décisions financières et éviter les conflits, puis organiser des réunions familiales régulières pour éduquer les plus jeunes générations sur la gestion du patrimoine. Donc, l'avantage, c'est que le conseil familial va assurer une continuité de la vision financière
puis éviter les erreurs coûteuses là, qui pourraient détruire la richesse. Je vous dirais que là, on est vraiment dans ce point-là là, sur quand vous avez une certaine fortune. Là. Tu sais, créer une fiducie, établir un conseil familial. Tu sais, je suis pas sûr qu'à chaque mois, je me rassemblerais là, avec mes cousins-cousines pour dire, bon, mais comment qu'on se sépare le 6300 pièces qui traîne dans le compte de grand-maman. Là, tu sais, on fait pas ça. Donc, moi, je suis curieux. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir comment ces familles-là peuvent faire. Il y a peut-être certaines choses qui nous rejoignent, mais je comprends que ces points-là, là, de créer une entreprise familiale privée, c'est peut-être pas à la portée de tous et de toutes. Donc, quatrième point pour créer cette entreprise familiale-là, après avoir créé la fiducie, l'assurance vie participative et établi un conseil familial, c'est d'encourager plutôt qu'assister, on l'a vu tantôt, là, c'est de vraiment pas donner des cadeaux gratuits. Il faut vraiment avoir des règles claires qui servent à sortir l'argent, soit les études ou le développement d'entreprise. Cinquième élément pour créer une entreprise familiale, c'est de transmettre les connaissances. Donc, avoir de l'argent sans savoir le gérer, c'est s'assurer de le perdre rapidement, cet argent-là. Donc, l'éducation financière, c'est vraiment le ciment là, pour s'assurer d'une richesse intergénérationnelle. Donc, pour ça, on peut encourager la lecture, la formation. Ça peut se faire, bien sûr, dans les réunions familiales. On peut mettre en place un système de mentorat dans la famille. Donc, l'objectif, c'est que les héritiers soient pas seulement riches, mais qu'ils soient équipés pour faire fructifier la fortune familiale à long terme, ou du moins pour ne pas la dilapider. Dans le livre, c'est intéressant, les deux auteurs partagent leur expérience personnelle qui illustre la puissance de cette approche-là. Donc, Garrett Gunderson dit que, en fait, il raconte comment il a utilisé la fiducie familiale pour éviter que sa famille perde son patrimoine à cause de frais médicaux exorbitants. Donc, grâce à une gestion rigoureuse de ses actifs, il a pu protéger la richesse familiale malgré que les frais médicaux dépassaient ce qu'il pouvait se permettre. Et Michael Isom, il a expliqué comment il a perdu des millions en raison de mauvaises décisions financières. Et avec la méthode Rockefeller, il a reconstruit sa fortune puis il a appris à gérer l'argent avec une discipline plus stricte. Donc, en gros, pour vous créer une entreprise familiale là, prospère, ça vous prend une fiducie, une assurance vie de type Infinite Banking, un conseil familial, des descendants qui sont responsabilisés et vous devez les éduquer financièrement. Quatrième élément de synthèse, c'est s'éloigner des investissements classiques. Donc, l'auteur nous questionne pourquoi la banque traditionnelle et les investissements classiques ne suffisent pas. Donc, il nous explique que le système bancaire et les investissements traditionnels ne sont pas conçus pour favoriser l'indépendance financière. Au contraire, ils profitent principalement aux institutions financières et pas aux individus. Il nous présente les principales raisons pourquoi ces méthodes-là sont inefficaces pour bâtir une richesse durable. Première raison, c'est que les frais élevés et les impôts lourds vont réduire vos profits. Donc, les frais bancaires et les frais de gestion d'investissement, en fait, tout ce qui est des frais cachés parfois même, le frais de tenue de compte, frais de gestion, frais de transaction, vont réduire vos rendements à long terme. Et ça, on le voit avec les fonds communs de placement, avec des frais de gestion de 2-3 % des fois. Ça peut sembler anodin, mais on le sait que sur 30-40 ans, vous perdez presque la moitié de votre patrimoine. Et l'autre chose, c'est les impôts élevés sur les gains financiers sur le salaire. Donc, lorsque vous investissez dans des placements classiques, vos gains sont imposés. Donc, dans un compte non enregistré, bien sûr. Si vous êtes dans CELI, c'est correct. Donc, en revanche, avec un type Infinite Banking, bien, on évite ces impôts-là fonciers sur l'héritage. On parle aussi des marchés boursiers qui sont imprévisibles. Donc, souvent, c'est la façon de faire fructifier son patrimoine, mais ces marchés-là vont être volatiles et imprévisibles. Donc, s'il peut y avoir une récession, un krach boursier, une mauvaise décision d'investissement qui va faire chuter la valeur de vos actifs, comme en 2008, où plusieurs investisseurs ont perdu des milliards de dollars ensemble, pas chaque investisseur, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient dans des actions puis des fonds indiciels sécuritaires. Il n'y a jamais d'actions sécuritaires, vous comprendrez. Et pendant ce temps-là, des familles comme les Rockefellers n'ont même pas regardé le marché boursier parce qu'ils étaient dans des produits d'assurance vie. Donc, en gros, pourquoi l'investissement alternatif des Rockefeller fonctionne, là, c'est que tu as moins de frais cachés avec ce type de produit-là là, d'assurance vie. Tu ne dépends pas des banques et des marchés boursiers et tu as accès rapidement à ton argent. Donc, cette famille-là a compris que la clé de la richesse, c'est pas seulement avoir de l'argent, mais contrôler comment cet argent-là est utilisé. Enfin, cinquième élément de synthèse, c'est les bénéfices de la méthode Rockefeller. Donc, c'est quoi les bénéfices que cette méthode-là apporte d'avoir une fiducie, des rencontres familiales, un produit d'assurance vie? D'abord, c'est une sécurité financière, donc tu as des rendements garantis, en guillemets, en fait stables, et des avantages fiscaux pour t'assurer que ton patrimoine financier demeure à long terme. Il y a une certaine transmission du patrimoine dans cette méthode-là. Donc, tu as un système qui fait grandir la richesse génération après génération. Il y a une flexibilité. Donc, tu peux accéder à tes fonds quand tu en as besoin sans aucune restriction bancaire. Ça fait en sorte que ça rend ta famille autonome et responsable aussi de la méthode. Donc, il y a une bonne éducation financière qui est prévue pour les enfants afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'argent facile.
Et avoir une telle méthode, mais ça permet d'ouvrir les discussions aussi, de parler d'argent avec nos enfants. Donc, en gros, en conclusion, là, ce que le livre-là nous enseigne, selon moi, c'est que la richesse durable, les patrimoines intergénérationnels, et là, je ne parle pas de milliards ou de millions, je parle de patrimoines normaux, mettons. Si on veut que ce soit bien transmis, ça ne repose pas sur la chance, mais sur une stratégie bien réfléchie et surtout accompagnée avec un professionnel. Donc, on peut l'appliquer à plus petite échelle, là, tout ce qui est dit dans le livre. Donc, dans mon cas, c'est diversifié, là, l'assurance vie, ce n'est pas l'élément central. Mais en effet, tout le monde peut appliquer ces principes-là pour bâtir un héritage financier solide. Il suffit d'adopter une mentalité d'abondance, de prendre le contrôle de ses finances, puis de transmettre les bonnes pratiques aux générations futures. Est-ce que c'est un livre que je recommande? Par curiosité, oui. Donc, j'ai vraiment aimé ce livre-là, puis plonger dans un monde qui n'est pas du tout le mien, là, de la richesse, trop de richesse, de me plonger dans ce monde-là, puis de voir qu'il y a des enjeux à bien gérer ça, sinon ça peut se brûler assez vite. Mais ce n'est pas un livre où tu vas apprendre mais en fait, tu apprends beaucoup de choses, mais pas nécessairement toutes des choses qui sont applicables à ta situation. Et encore une fois, on est vraiment dans le sens de vanter l'infinite banking. En fait, j'allais dire sans nuance, là. Peut-être pas autant que dans les livres précédents où je parlais d'infinite banking, où c'était des gens qui souvent vendaient ce produit-là. Là, les auteurs ne vendent pas ce produit-là, mais ils l'utilisent. Donc, ils croient fermement à ce produit-là. Donc, c'est sûr qu'on le met de l'avant. Donc, à vous de voir si c'est un livre qui vous intéresse. Mais moi, j'ai bien apprécié la lecture, même si, encore une fois, je trouve pas que c'est un incontournable. Donc, qu'est-ce que je retiens justement de ce livre-là? C'est que devenir son propre banquier demande seulement une stratégie à long terme axée sur l'assurance vie permanente participative et une discipline pour la respecter, idéalement en famille. La semaine prochaine, je jase d'allocation d'actifs et de gestion des risques, justement, dans votre portefeuille. Ce jeudi, 2 choses. D'abord, il y a un épisode bonus avec Simon-Pierre Gingras parlant d'Infinite Banking. Et justement, on jase d'autonomie financière à travers l'Infinite Banking. Sinon, je vous présente les 4 dernières actions sur ma liste potentielle d'analyse de septembre avec le code de couleur puis les prix pour chacune des actions. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.